Je m'appelle François Lissarac, je travaille sur le monde grec ancien. Je m'intéresse à l'imaginaire grec, à la mythologie, à la culture, et en particulier aux images grecques. Donc je suis entre histoire de l'art, histoire des religions. Et j'enseigne à l'école des hautes études en sciences sociales. Et j'ai une chaire qui s'appelle Anthropologie et images, l'expérience grecque. Le dernier livre que j'ai fait traite de la question des satyres, de l'imagerie des satyres athéniens. Donc la cité des satyres, c'est Athènes, mais c'est évidemment une cité imaginaire et c'est autour de ces questions que le livre travaille. Voilà. Peut-être ce qui m'aide en tout cas, c'est l'idée d'évoquer Pierre Vidal-Naquet et Jean-Pierre Vernant. C'est une photo qui date, je pense, des environs de 2004. Donc ils ne sont pas tout jeunes, hein. Vernant il doit avoir déjà 90 ans là. Et Vidal a 16 ans de moins que Vernant. Vernant était né en 14 et Vidal en 30. C'est Vidal qui est mort le premier, à 6 mois d'intervalle. Donc tout ça est un peu... Mais ça a été une très très belle histoire. Et j'ai eu la chance, moi, de faire ma thèse avec Pierre Vidal-Naquet, alors que j'avais renoncé à l'idée de faire de la recherche parce que j'étais pas normalien, pas agrégé, que je me sentais un vilain petit canard, et que c'est lui qui m'a dit que c'était pas grave. Voilà. C'est pas grave de ne pas être agrégé, et donc ça m'a donné du courage. Ils m'ont engagé comme documentaliste dans le centre que Vernant avait créé, et j'avais pour tâche de gérer une photothèque qui était en train de se développer. Il y a dans la culture grecque ancienne une énorme production de céramique figurée. Le chiffre est difficile à évaluer, mais il y a à peu près 80 000 vases attiques répertoriés aujourd'hui. Et il y avait à l'époque, je parle des années 75-80, une série d'enquêtes en cours sur le sacrifice, sur la guerre, sur la chasse, sur la figuration des dieux, qui était le thème sur lequel Vernant travaillait. Et donc je suis entré comme ça en porte-valise dans cette belle caravane. Et j'ai fait une thèse dont Vidal m'avait donné le sujet sur, au départ, la représentation des barbares. On était dans les grandes enquêtes sur l'altérité, les femmes, les esclaves, les barbares, c'était les schémas sur lesquels Vidal travaillait. Et je m'étais embarqué dans ça. Et donc j'étais encore prof de lycée, de collège, j'avais pas trop de temps. J'ai mis 10 ans à faire cette première thèse de 3e cycle. Et donc bon, je fais cette thèse, et puis Vidal me dit, maintenant tu dois faire une thèse d'état, et ça sera, on discute un peu. Et je m'étais rendu compte que c'était pas intéressant de travailler sur ces images sur les vases sans d'abord se poser la question de à quoi servent ces vases. Et en 2 mots, les Grecs ne boivent pas de vin pur, donc ils n'ont pas des tonneaux, des bouteilles et des verres, ils ont des pitoi qui sont des grandes jarres en terre cuite, ils ont des amphores et des cratères pour mélanger le vin avec l'eau, et puis des brocs pour puiser et distribuer. Donc on mélange et on partage. Et cette technologie, elle a des conséquences, c'est qu'il faut des vases particuliers, que ces vases sont décorés d'images, et qu'une partie de ces images, elle parle du vin, de Dionysos et des satyres. Et donc je m'étais embarqué dans ça. J'ai écrit plusieurs livres, dont un sur le banquet, et puis un autre sur les vases grecs. Et arrivé à l'âge que j'ai, qui est plus tout jeune, je me suis dit quand même c'est dommage de ne pas mettre tout ça dans un ensemble. Et c'est à ça que sert le livre dont je vais vous parler maintenant. Évidemment, l'idée, c'était de tourner autour de Dionysos. On s'est arrêté à cette version-là. Le livre, finalement, est en noir et blanc pour des raisons techniques d'ancrage. Mais il joue, comme vous le voyez, sur l'idée que les satyres sont une collectivité. C'est tout à fait important de mon point de vue. Et que là, ils se confrontent. Vous avez une meute de 4 satyres qui se heurtent à Héraclès, tout à fait à droite, et Hermès qui vient les contrôler. Le livre a un titre, La cité des satyres, qui est un peu bizarre. Ça sonne bien. C'est une allusion à un livre antérieur qu'on avait fait qui s'appelait La cité des images. Et cette cité des satyres, comme cette cité des images, c'est Athènes.
Athènes est une culture grecque ancienne très particulière. Et très souvent, les historiens de la Grèce tombent dans le travers de l'athénocentrisme. C'est là qu'on a le plus de documentation, le plus de textes, le plus d'informations. C'est presque un lieu paradigmatique qu'on a tendance à généraliser, parfois à tort. Moi, j'annonce très clairement, je suis dans la cité d'Athènes. Je suis dans une période chronologique qui va du 6e au 5e siècle, donc entre 600 et 400. Et je ne travaille que sur un corpus d'images particulier, de vases peints, utilisés au banquet, comme j'ai dit. Et je regarde ce qui se passe là, de quoi ça parle, comment c'est fabriqué, comment ça marche. Et donc l'idée du livre, elle est construite autour de ça. Du coup, voilà, j'avais fait une table des matières toute bête, et je vais, si vous le voulez bien, défiler chapitre par chapitre et vous donner un peu une idée de ce qu'il y a dans chacun de ces chapitres. Et puis s'il y a des questions après, on discute. Et si vous voulez qu'on parle d'autre chose, on parle d'autre chose. Le premier chapitre sur les commencements dit un peu ce que je viens de rappeler là. C'est-à-dire, j'ouvre quelques parapluies comme on fait toujours, c'est-à-dire de quoi je parle et de quoi je ne parle pas. Quand on dit satire, il y a plein d'idées qui viennent en tête, le satire de la Villette, enfin toutes sortes de choses. Et la fortune littéraire et iconographique du satire, elle traverse le monde hellénistique, romain, la Renaissance, et elle va jusqu'à des pièces de René Odobaldia, le satire de la Villette, etc. Moi, je ne m'occupe pas de ça. Donc ça existe, la fortune et la réception du monde ancien, c'est une autre histoire. J'ai un collègue, Philippe Morel, pour ne pas le nommer, qui prépare un livre sur Dionysos à la Renaissance, et il y aura des satires, et ce n'est pas tout à fait les mêmes que les miens. Les miens, donc, n'ont rien à voir avec ça. Ça, par exemple, je l'ai pris comme ça, juste pour situer les choses. C'est un dessin de Rubens, qui est au Louvre, qui copie une gravure de Mantegna. Donc je l'ai choisi parce que comme ça j'en avais deux pour le prix d'un, et j'avais cette idée de la transmission et de Rubens, évidemment fasciné par l'Italie, et en particulier par Mantegna ou par le Titien. On a des copies des tableaux du Titien, de Rubens. Et le thème que vous avez là, c'est un gros silène bouffi énorme, porté par des satyres, dont vous voyez qu'ils ont... l'un a des pieds, ressemble à un bouc, toute cette partie-là est vraiment animale. L'autre a des pieds qui sont végétalisés. Et ce mélange-là, c'est une idée de Mantegna, de la Renaissance, qui ajoute à l'hybridité homme-animal du satyre une dimension de plus qui est le végétal. Ça, les Grecs d'époque classique et archaïque n'ont pas fait ça. Et donc, mes commencements, ils sont... purement athénien, je ne sors pas de ce monde-là, c'est déjà un monde suffisamment riche, et je mets en place dans ce chapitre le fait que l'image du satyre est une invention athénienne des années 600 à peu près. Dans le chapitre suivant, où je prends un titre un peu cinématographique, en fait il est question de théâtre là. Il y a à Athènes une deuxième invention tout à fait remarquable, d'un genre dramatique qui est le drame satirique. Les Athéniens, ils ont des comédies, des tragédies, et ces tragédies, elles sont présentées sous forme d'une trilogie, 3 pièces, souvent liées entre elles, mais pas nécessairement, suivies d'une pièce plus courte, dont la caractéristique est que le cœur de cette pièce, c'est toujours des satires, quel que soit le sujet. Et ça s'appelle un drame satirique. Alors, on en connaît plein par des citations. On en a conservé un complet d'Euripide, qui est le Cyclope. Et on a des fragments assez longs d'un drame satirique de Sophocle qui s'appelle Les Limiers. La pièce d'Euripide, vous connaissez l'histoire. Le Cyclope, c'est un personnage qui est monstrueux, un peu cannibale, qui ne connaît pas le vin, qui est un buveur de lait, qui a des chèvres, qui dévore tous les gens qu'il a capturés. Et dans la fiction d'Euripide, les satires sont le cœur, parce que le genre veut ça. Et le Cyclope ne les a pas dévorés parce que, dit-il, les satires ne sont pas comestibles. Ils gigotent, ils s'excitent, ils bougent tout le temps, donc si je les ai dans mon estomac, désolé, c'est l'heure d'aller manger bientôt, mais je vais les vomir et donc je ne les mange pas. Donc ça fait partie de la plaisanterie qui n'est pas fine, mais qui permet de préserver la logique de la pièce, c'est-à-dire que c'est quand Ulysse arrive
pour faire des provisions d'eau dans son long périple de l'Odyssée. Il arrive là et il tombe sur ce personnage qui n'est pas du tout sympa, qui n'essaye pas du tout de l'approvisionner, mais qui au contraire le fait prisonnier avec ses compagnons et s'apprête à le dévorer. L'histoire dans l'Odyssée comme dans Euripide, c'est que c'est par le vin que Ulysse va se délivrer. Il va faire boire le Cyclope. Comme le Cyclope ne sait pas que le vin pur est un poison dangereux, il va le boire pur, il va s'endormir et Ulysse va pouvoir l'aveugler. Donc la fiction de la pièce, dans sa version du drame satirique, c'est de faire comme si la culture du vin n'existait pas. On est à un endroit de la planète, chez le Cyclope, où il ne sait pas ce que c'est. Et dans la pièce d'Euripide, il y a un moment très intéressant. Quand le Cyclope boit pour la première fois, il sort de sa grotte, « Ah, c'est formidable, qu'est-ce que c'est? C'est vachement bon. Je vais appeler mes copains pour boire avec eux. » Et là, évidemment, catastrophe, parce qu'un Cyclope, on peut y arriver, mais plusieurs, ça devient très compliqué pour Ulysse. Et Ulysse lui dit, non, non, surtout pas, ne partage surtout pas, garde-le pour toi, il n'y en a pas beaucoup. Et donc, il l'empêche d'inventer le symposion. Et en l'empêchant d'inventer le symposion, il fait en sorte qu'il va pouvoir le piéger. Donc, ce qui est mis en jeu dans la pièce d'Euripide, c'est qu'on fait comme si le symposion n'existait pas. Dans la pièce de Sophocle, c'est un peu la même chose. Les Limiers est fondé sur une histoire qu'on connaît aussi par l'hymne homérique à Hermès, qui est l'histoire où Hermès, enfant, vole les bœufs d'Apollon, son frère. Il les emmène à reculons, il les cache dans une grotte, donc on est en pleine métisse, hein, la ruse. Il est plein d'astuces et il va cacher les bœufs, et puis il fait l'idiot, il se remet dans son lit comme si de rien n'était. Et Apollon s'affole, où sont passés mes bœufs, que se passe-t-il? Et il demande aux satyres, qui sont à portée de main, d'aller chercher ces bœufs. Et les satyres vont se comporter comme des chiens de chasse, des limiers, qui vont renifler les traces et retrouver, en fait ils ne retrouvent pas, ce troupeau perdu. Hermès, pour se faire pardonner, invente la lyre. Et il donne à son frère un instrument de musique qui est fait avec une tortue et les boyaux des bœufs qui servent de corde. Alors, il y a des images de vases qui représentent, comme celui-ci, des personnages, vous voyez, qui ont des queues de cheval, mais dont on voit bien que cette attitude de satire est un déguisement. Et le dessin, ce que vous avez là, donc le vase et le dessin qui est le décor, montrent bien que les satyres ont une espèce de culotte postiche avec un faux sexe et une queue de cheval. Ils ont des têtes de satyre, mais ce sont des masques. Et il y a un musicien qui fait marcher le chœur. Et il y a même ici un personnage dont on suppose qu'il est le citoyen athénien qui a payé le producteur, si vous voulez, le chorège, comme les Grecs l'appellent. Et là, vous avez une image qui représente 5 satyres. Le premier est en train de gigoter devant le pied une espèce de pied de meuble. Il y en a un là, 2, 3 et 4. On est en train de construire un meuble. Est-ce que c'est un trône? Il y a ici le croisillon du dessous du siège. Et donc on construit soit un trône, soit un lit. Et je ne peux pas vous en dire plus, parce que, comme vous le savez bien, les images ne parlent pas. Elles ne racontent pas d'histoire, les images. C'est nous qui les racontons. Alors quand on les connaît, on peut dire « Ah ben oui, ça c'est le Cyclope, bien sûr ». Mais quand on ne sait pas l'histoire, eh ben, on est obligé de se taire, et j'ai beaucoup de mal avec ça, et je ne vais pas me taire, mais je vais passer à autre chose. Cette image-là ne nous raconte pas la pièce. Mais très clairement, par le détail du musicien et des déguisements, elle se réfère à une pièce qui est perdue pour nous. Si on l'avait, on pourrait évidemment dire de quoi il retourne. Et là, on est sec. Donc, mais ça arrive dans plein de cultures. Et voilà, on a l'impression que les images, il suffit d'ouvrir les yeux et on voit et on comprend. Et ce n'est pas toujours aussi simple que ça. Donc, ce dont je discute dans ce chapitre-là, c'est qu'il y a un certain nombre d'images de vases qui, très explicitement par des moyens graphiques, se réfèrent à des pièces, tantôt connues, tantôt pas. Mais il y a plein d'autres images qui mettent des satyres dans des situations tout à fait étonnantes, dont un certain nombre de mes collègues pensent que ça réfère à des drames satiriques, et moi je pense que non. Je pense que l'univers du théâtre est une expérience visuelle particulière, que l'univers de la peinture en est une autre, non moins visuelle, que les deux travaillent en écho, mais que l'un n'est pas nécessairement l'illustration de l'autre. Alors, querelle de chapelle, je ne vais pas vous embêter avec ça,
Mais le point est important puisque dans l'histoire que j'essaye de traiter, on a l'invention du type satire hybride humain-animal vers 600-580. Le drame satirique est inventé autour de 510, pas avant. Le théâtre, c'est quelque chose qu'on voit apparaître au tournant du 5e siècle. Et donc, on a une longue histoire des images d'abord, puis des images et du théâtre, et la suite. Et c'est ça que j'essaye de débobiner dans mon livre. J'ai ajouté à mon projet initial un chapitre sur les noms de satire pour la raison suivante, et que je crois intéressante. La mythologie, comme vous savez, raconte plein d'histoires. Et ces histoires, elles sont liées à des noms de personnages. Quand je dis Ulysse, à la plupart d'entre vous, c'est un nom qui dit quelque chose. Et au nom d'Ulysse, vous pouvez attacher l'Odyssée, je suppose. Quand je dis Édipe, voilà, si on a un peu la culture qui va avec, ben c'est un nom qui dit tout de suite quelque chose. Et c'est pareil dans notre culture contemporaine. Si je dis le nom d'un acteur, James Dean, viennent tout de suite avec le nom de James Dean une série de films et d'histoires qui sont partagés et ça change selon les générations. Donc quand je dis James Dean, ça situe mon âge, mais voilà, on pourrait mettre d'autres noms, d'autres histoires. Une culture partagée, c'est ça. Il se trouve qu'avec les satires, ce n'est pas tout à fait le cas. Ils ont des noms, mais en dehors du nom de Silène, qui évoque quelques histoires prédéterminées, et plus encore celui de Marsyas, qui est le seul satire auquel soit lié directement la dispute avec Apollon, le conflit entre l'Olos, la flûte et la lyre, et l'écorchement, donc le supplice de Marsyas, c'est le seul nom de satire qui donne tout de suite la clé d'une histoire. Tous les autres noms sont des noms parlants. Les Grecs ont des noms qui disent quelque chose. Par exemple, Achille a un fils qui s'appelle Néoptolème, c'est celui qui fait la guerre de nouveau. Ulysse a un fils qui s'appelle Télémaque, celui qui combat au loin. Le nom de Néoptolème, ça dit quelque chose de l'histoire de son père. Le nom de Télémaque, ça dit l'histoire d'Ulysse. Et les noms sont souvent des noms parlants. Alors les noms des satires sont des noms parlants, et on a par exemple ici un tout petit vase avec 3 satyres qui sont en train de s'activer de la voix et de la main, en train de se masturber, et ils ont des noms absolument obscènes. En gros, on pourrait traduire le gland, le branleur et l'homme au prépuce, quelque chose comme ça. Donc, ce n'est pas des noms qui racontent une histoire, c'est des noms qui répètent verbalement ce que l'image montre. Et du coup, ça définit un programme. L'ensemble des noms des satires couvre le champ du vin, de la sexualité, de la guerre, et ça permettait d'annoncer une partie des thèmes du livre. Mais il y a un autre phénomène encore plus intéressant, c'est le décalage entre le nom et la figure. Ici, vous avez une image d'une femme assise sur un rocher, endormie. Il y a plein de lierres, elle tient un tierce, elle est qualifiée comme une ménade, une femme dionysiaque. Et peut-être vous arrivez à lire, sinon vous me faites confiance, au-dessus de sa tête, il y a écrit Tragodia. Donc c'est une madame Ménade qui a un nom qui réfère au genre théâtral de la tragédie. Et le satyre s'appelle Kyssos, le lierre. Donc ils ont des noms, le nom de la Ménade ouvre un pan nouveau et différent. Le lierre, c'est évidemment le végétal avec la vigne qui caractérise Dionysos. Donc tantôt le nom est redondant, tantôt il ouvre une fenêtre et permet comme ça de créer des ramifications dans le champ de l'imaginaire de Dionysos et des satyres. Alors, le trait le plus évident dans cette histoire, c'est que les satyres sont à la fois des humains animalisés et que le corps du satyre, il est hybride, avec des degrés divers. Et j'essaye d'analyser ça. Là, j'ai retenu dans le livre une image qui est un des triomphes de la carte postale à Athènes. C'est quelque chose que vous avez peut-être déjà reçu de vos amis qui vous veulent du bien. Et elle plaît à beaucoup. Enfin bref, c'est vraiment un best-seller. Ce bronze montre un satyre qui a des sabots. Ce n'est pas le cas, par exemple, de l'image précédente, hein, où ce satyre-là, il a des pieds. Donc le degré d'animalité varie, et ce n'est pas un phénomène chronologique. C'est pas les plus anciens sont plus animalisés et puis ils s'humanisent avec le temps, c'est pas comme ça que ça marche. L'autre trait, évidemment, c'est l'obscénité. Ils sont toujours dans cet état-là,
avec quand même une différence intéressante, c'est qu'il y a dans le panthéon grec et romain une figure qui est figée dans son érection, c'est Priape. Et Priape, c'est aussi une maladie, c'est pas un cadeau, c'est pas enviable. Personne n'a envie de rester bloqué dans cet état-là. Et j'ajouterais que dans le code corporel de la culture grecque classique, personne ne souhaite non plus être dans cet état-là, même de manière provisoire. Quelque chose qui, selon les critères de la pornographie, du film américain, voudrait que plus il y en a, mieux ça vaut, ne fonctionne pas comme ça sur le mode grec. Pour les Grecs, le canon esthétique, c'est d'avoir un sexe discret. Et dans Aristophane, il y a des blagues là-dessus. Le petit jeune homme, quand il s'assoit dans le sable, il laisse une empreinte, il doit soigneusement l'effacer après pour justement pas sombrer dans ça. Alors, ce corps des satyres, il est rarement debout, immobile, se tenant bien comme un citoyen. Il est tout le temps agité, gesticulant, accroupi, à quatre pattes. Là, vous l'avez sous une anse, donc dans une position marginale sur l'objet lui-même. Et il est lui-même vu frontalement, le corps ouvert, exhibant son sexe, le visage de face, ce qui est rare à cette date-là, puisque les figures dans la céramique, vous verrez, elles sont presque toujours de profil. Et là, il est frontal. Il y a un effet de masque qui est lié à Dionysos, à la théâtralité, à la fascination et à l'ivresse. Et c'est une des choses qui caractérise les satyres. Mais en même temps, le satyre, il peut aussi être très élégant. Et celui-ci, par exemple, qui est un peu postérieur, là on est autour de 500 avant Jésus-Christ, en figure rouge, vous avez un satyre qui tient une lyre de musicien, qui a une queue de cheval, mais dont, je ne sais pas si vous avez de bons yeux, vous voyez peut-être que son sexe est ligaturé, comme une coquille d'escargot. Et ça, c'est un trait qui est caractéristique des athlètes. Ce détail-là, on le trouve chez les athlètes, chez certains musiciens. C'est une manière de prévenir une érection et une obscénité non contrôlée. Et en même temps que son sexe est ligaturé, ses cheveux sont ramassés en chignon. Et il a une coiffure très élégante, alors que par ailleurs sa barbe est hirsute. Autrement dit, il y a une espèce d'éventail dont le curseur peut bouger du plus animal, du plus obscène, à une certaine forme d'élégance et de culture mieux contrôlée. Le caractère le plus évident entre le corps, cette espèce de corps animal obscène en permanence, s'active dans un monde d'une sexualité qui est pas du tout celle de l'Athénien. Alors les Athéniens ont une culture sexuelle qui est en partie construite autour du mariage et de la filiation, bien sûr, mais aussi de l'homosexualité, et que, pour dire les choses un peu vite et pour être clair, les Grecs sont pas seulement des homosexuels, mais des pédophiles. Voilà. C'est-à-dire que le schéma, c'est des adultes qui aiment des petits jeunes gens et qui les tripotent, et ça fonctionne comme ça. On n'est pas obligé de partager ça, je ne défends pas cette cause qui me paraît indéfendable, mais c'est de ça dont les Grecs parlent, et quand ils parlent de paiskalos et de choses de cet ordre, c'est de ça dont il est question. Du côté des satyres, c'est tout autre chose qui est en jeu. C'est à la fois l'obscénité, donc là j'ai fait le dessin de deux images qu'on ne voit pas en même temps, elles sont d'un côté et de l'autre d'un même vase. Et la blague évidemment c'est ça, quel que soit l'ordre dans lequel vous le regardiez, c'est-à-dire soit il est d'attaque et puis il n'est plus, ou il va l'être, enfin, il y a une espèce de temps qui se construit d'un côté à l'autre du vase, et le satyre est un être à la fois qui est autosuffisant, la masturbation qui n'est pas une chose vantée par les Grecs, elle est constamment présente du côté des satyres. Ils sont tout le temps en demande. Et soit s'il n'y a rien, ben, ils se débrouillent tout seuls, on l'a déjà vu, on le revoit, ou bien ils font avec ce qu'ils ont sous la main. Et ici, par exemple, vous avez un satyre qui s'accouple avec une amphore. Et le sexe du satyre, on le voit clairement entrer dans précisément ce qui est le col de l'amphore. Le vocabulaire grec, comme le vocabulaire français pour décrire une poterie, est anatomique. Un vase, ça a un col, une panse, un pied, une épaule. Et les anses en grec, ça s'appelle même des oreilles. Et là, il est en train de s'accoupler. C'est-à-dire, il décale, il mélange les registres. Les amphores, c'est fait pour le vin et la boisson. Les partenaires sexuels pour la sexualité. Et lui, il confond et il fait de l'amphore un partenaire sexuel. Donc, on a brouillé les catégories et le comique, évidemment, est construit sur ce brouillage.
Mais par ailleurs, ils sont aussi évidemment intéressés par des partenaires féminins. Et il y a des exemples comme celui-ci, autour de 500, où vous voyez d'un côté une femme endormie, comme la Tragodia de tout à l'heure, car à cette date-là, elles ne sont plus consentantes. Les images les plus anciennes montrent des accouplements de satyres et de ménades, mais au tournant de 500, les ménades, elles ne sont pas d'accord, et elles ne sont abordables qu'endormies. Et si, évidemment, elles se réveillent et elles résistent. Et il y a toute une iconographie de ce côté-là. Donc ici, vous avez à la fois un satyre voyeur qui soulève le vêtement et qui exhibe le corps féminin, et à gauche, un satyre qui est en train de s'auto-regarder et qui est en route pour ce qu'on a déjà vu plusieurs fois. Au chapitre suivant, j'ai essayé de mettre ensemble le rapport des satyres avec le monde animal. Et je commence par une première distinction dont je n'ai pas d'image là, qui cherche à opposer les centaures et les satyres. Dans le monde de la mythologie, des êtres hybrides homme-cheval, il y en a de deux espèces. Il y a les satyres, on l'a vu, mais il y a aussi les centaures. Et les centaures, si vous avez ça en tête, ce sont des chevaux dont la partie supérieure est un torse d'homme. Donc c'est vraiment un collage de deux moitiés. Ces centaures sont très violents dans leur rapport, par exemple l'histoire de Déjanire, l'histoire des noces de Pirithos. Il y a Héraclès qui vient de se marier, passe avec Déjanire, et le centaure Nessos va essayer de violer la mariée. Dans les noces de Pirithos, c'est la même chose. Les centaures sont invités parce qu'ils sont des parents de ce prince de la Thessalie, et au mariage, ils boivent du vin, ils deviennent fous, et ils violent la mariée. Autrement dit, la violence sexuelle des centaures, elle s'exerce exclusivement dans le domaine du mariage. Et c'est lié à leur origine. Les centaures, ils sont descendants d'Ixion. Et Ixion, c'est peut-être pas un nom qui vous est familier, mais c'est quelqu'un qui se marie, dont le père vient le jour du mariage demander la dot en échange de la mariée, et qui, au lieu de donner ce à quoi il s'est engagé par le mariage, tue le beau-père. Et au fond, les centaures, comme les chevaux, ont une espèce de violence extrême, mais relativement noble, alors que les satyres, eux, sont du côté du grotesque et du côté de l'âne et du mulet. Et comme vous le voyez ici, les ânes, ils sont dans le même état que les satyres, alors que les centaures et les chevaux ne le sont pas. Voilà. Donc c'est donc pas la même chose. Ça se ressemble, ça peut, vu de loin, entrer dans une catégorie commune, mais dans le détail, il y a des variantes. Alors, les satyres, ils sont très proches des ânes, à la fois dans leur propre anatomie, mais aussi dans leur rapport au monde animal. Et ici, par exemple, vous avez un satyre qui tient une cruche à la main, qui est du même type que le vase qu'on est en train de regarder, donc un broc pour un pichet de vin, voilà, c'est un pot de vin, et il en tient un qui est couronné de laurier, et l'âne qui le transporte est lui-même couronné d'une bandelette, que vous voyez ici, j'espère. Cette bandelette, on ne la met pas aux animaux, c'est les banqueteurs qui l'ont. Mais l'animal est humanisé par ça, pendant que le satyre, lui, continue à être dans le même état que son porteur. Il y a d'autres plaisanteries du même genre. Ici, sur ce vase, vous voyez des satyres qui portent les ânes sur leur dos. Donc ça, c'est juste un monde à l'envers. Les animaux ne sont plus les porteurs, ils sont portés. Et non seulement ils sont portés, mais ils sont portés à l'envers eux-mêmes, puisqu'ils sont cul par-dessus tête. Ce n'est pas la tête de l'âne au-dessus de la tête du satyre, donc c'est deux fois le renversement. Et les satyres comme les ânes sont dans le même état sexuel. Hein. Si vous avez de bons yeux, et même pas avec de bons yeux, ça se voit assez nettement. Et dans d'autres cas, ici, même chose, un vase qu'on ne voit pas comme ça. On voit un côté ou l'autre. Si on commence par la partie qui est pour vous à droite, vous avez un satyre qui ressemble à Héraclès, donc une figure héroïque de chasseur, et il est en train de chasser l'âne, et lui est en train de le chasser, mais sexuellement. Donc de nouveau, on a brouillé trois catégories, celle de la chasse, celle de la sexualité, et celle de la différence entre les héros et les humains. Et nos satyres, ils passent d'un rang à l'autre comme ça. Alors l'autre animal qui est très proche du satyre, c'est le bouc ou la chèvre. Et il y a des exemples, il y a un dossier aussi assez intéressant de ça. Vous voyez ici par exemple un satyre debout qui joue de l'olos, c'est une espèce de hautbois, donc de la musique, c'est un instrument des bergers, et il est en train de faire danser des chèvres. Si vous regardez de près, la chèvre qui est debout derrière lui, elle a un visage presque humain.
Il y a aussi le singe qui est très intéressant, mais on ne va pas y passer la nuit. Donc je finis avec les chèvres. Et là, vous avez une autre variante d'un satyre assis sur un rocher avec une flûte de Pan, une syrinx, qui fait danser un groupe de chèvres. Mais ces chèvres, vous le voyez, elles se tiennent dans une gestuelle très parallèle, comme un chœur. Ce n'est pas des chèvres naturelles qui gigotent, elles sont elles aussi humanisées par la forme de leur danse. Évidemment, le grand domaine de l'activité des satyres, c'est la consommation du vin. Les satyres sont pas seulement amateurs de vin, mais dans les images, ils en sont les producteurs. Et on a une iconographie de la vendange et du foulage, de la fabrication du vin, qui est assez importante, qui majoritairement, il y a quelques exceptions, mais quand vous avez des scènes comme celle-ci, avec un pressoir, avec un satyre qui est en train de fouler le vin, c'est toujours des satyres qui sont représentés, et pas des hommes. Autrement dit, ce que ces images font, ce n'est pas une documentation sur l'histoire de l'agriculture et du travail en Grèce ancienne, même si nous, archéologues, ça nous sert à comprendre la typologie des pressoirs, ça nous sert à comprendre que la vigne, elle est montée en espalier, elle est très haute et elle est soutenue par des poteaux, donc elle est en tonnelle. Donc il y a plein de détails qui sont très intéressants sur l'histoire du vin, de la vendange et de la vigne, mais ce n'est pas à ça que servent ces images. Ces images sur un vase à vin qui va être utilisé au banquet, elles disent si on est en train de boire, c'est parce qu'il y a Dionysos qui est dans l'air et le monde de Dionysos avec nous et les satyres qui sont le moteur de cette affaire-là. Et ils sont en train, il y a de la musique parce que c'est pas parce que c'est la fête, c'est parce que ça rythme la cadence du foulage, mais c'est le dieu qui est là avec nous. Et sur la petite bande au-dessus, je ne sais pas si vous voyez ça, mais on a au centre un Dionysos assis et la danse des satyres et des ménades. Alors, les satyres, ils font ça. Ils sont les producteurs imaginaires de ce vin, avec Dionysos, bien sûr. Et là aussi, ils boivent, mais ils ne boivent pas toujours comme les hommes. Puisque, comme vous le voyez là, vous avez un satyre qui est allongé, qui boit directement dans une amphore. Comme si on se mettait sous le tonneau, hein, si je meurs, je veux commentaire, sous le tonneau pour boire directement à jet continu. On est dans ce même délire, ce même fantasme de, voilà, on peut boire sans fin. Et en effet, les satyres ne sont jamais malades quand ils ont bu, ou plutôt ils le sont tout le temps. Ils sont au-delà des normes humaines, et donc ils peuvent boire directement. Là, il n'y a pas de cratère, donc pas de mélange, pas de distribution, pas de partage, il est tout seul et il est en train de boire tout seul. Et dans l'image suivante, c'est la même chose. C'est la même chose et même un degré de plus, puisqu'il n'est même pas en train de verser l'amphore dans son corps, il est en train de se plonger dans le tonneau. Et donc du coup, on y gagne une blague obscène, on voit ses fesses et son sexe, et au cas où on n'aurait pas compris, le peintre a pris le soin en bas de dessiner une petite coupe en silhouette noire pour montrer qu'il ne s'en sert pas, qu'il n'est pas en train de faire ce qu'on attendrait. Une coupe, c'est vraiment l'élégance, voilà, chacun son vase et on boit sur un mode un peu modéré et calibré. Ils sont au-delà de ça. Alors, le vin, c'est évidemment l'activité avec la sexualité essentielle, mais il y a aussi dans cet univers beaucoup de musique et beaucoup de danse. Et c'est un dossier qui est compliqué, parce que, précisément à cause de l'histoire de Martial, je suppose qu'on a depuis Nietzsche et déjà avant cette idée qu'il y a dans le monde ancien une opposition forte entre Apollon d'un côté et Dionysos de l'autre. Et ce n'est pas faux, mais ce n'est pas si simple. Et à l'époque archaïque, en tout cas, ce n'est pas vrai. Et on a des images, comme celle-ci par exemple, mais le dossier est riche. J'ai pris celle-là exprès parce que je la trouve suffisamment simple et riche en même temps. Donc le vase, c'est un vase à mélanger le vin et l'eau, un cratère du banquet. On est au banquet, on a ça sous les yeux. Au centre de l'image, il y a Dionysos. Et puis à droite et à gauche, il y a deux satyres musiciens. Celui de gauche tient une énorme cithare, instrument de concert, qui est l'objet d'Apollon. Ce n'est même pas la petite lyre qu'on a vue tout à l'heure, c'est vraiment un objet compliqué dont on ne joue pas en gigotant comme ça. On n'a pas la jambe en l'air quand on joue de ça. Donc il y a un paradoxe là, d'un satyre qui joue de la cithare d'un côté et l'autre de l'autre côté joue de l'holos. C'est-à-dire les deux types de musique à cordes et à vent ne sont pas opposés, elles sont complémentaires ici. Et nos deux satyres sont aussi excités l'un que l'autre, ils sont tous les deux vus frontalement.
dans un état d'extase. La frontalité, c'est la sortie de soi d'une certaine façon. Le visage du satyre, il est en train de vous regarder. Il n'est pas à l'intérieur de l'image, il est tourné vers l'extérieur. Et ce détour vers l'extérieur, il est lié à des états seconds qui peuvent être le sommeil, la mort, le délire, la folie, l'ivresse ou l'excitation musicale, ou probablement ici les deux à la fois. Alors, comme je l'ai dit, il y a une histoire mythologique liée au satyre, c'est celle de Marsyas. L'invention de Lolos fait l'objet de récits complexes et assez riches, qu'on peut résumer à peu près comme ça. Quand Persée décapite les gorgones, la gorgone Méduse, ses sœurs poussent des cris stridents de douleur, de deuil, et ces cris, Athéna, qui va récupérer le gorgonéion que Persée lui donne en cadeau, Athéna va essayer d'imiter ces cris. Et elle invente l'olos, qui est un instrument strident, aigu, qui perce les oreilles. Elle en joue, mais elle s'aperçoit en jouant que son visage se déforme et prend une allure gorgonéenne. Et donc elle le rejette, c'est ce que vous avez ici. Elle a jeté, vous voyez les deux petits tuyaux de l'olos qu'elle jette, et que le satyre Marsyas va découvrir et récupérer pour son compte. Marsyas n'a pas ce problème, il est déjà difforme, son visage est laid par nature, et donc il ne craint pas l'enlaidissement par la musique, et donc l'olos, oui, va être récupéré par Marsyas. Pour ce qui est de la danse, c'est un problème compliqué en images, puisque comme vous savez, les images ne bougent pas, elles ne parlent pas, mais elles ne bougent pas non plus. Et donc c'est très difficile, s'agissant des satyres, de décider si une image comme celle-ci est une gesticulation ou se réfère à de la danse. Alors pour un grec ancien, il n'y a aucun problème, puisqu'il connaît les danses dont il est question et il est capable de les reconnaître quand il voit une image. Nous, modernes, on a le problème que ces danses anciennes, on ne les a pas vues et on ne les verra jamais. On a des textes qui nous en parlent, on a quelques représentations quand il y a un instrument de musique à côté, une espèce de choralité, on est plus près de la référence à la danse. J'ai le sentiment ici qu'il s'agit plutôt d'une danse que de gesticulation, à cause de la position des mains sur les hanches, à cause du rapport entre le danseur et l'objet devant lequel il danse, la table et le cantar, qui sont là comme des signes de la présence de Dionysos. Mais c'est un dossier qui est assez délicat. Et les seules occurrences où on peut dire avec certitude que cette image représente de la danse, c'est quand il y a un instrument de musique qui la fait fonctionner. Et c'est le cas ici, où vous avez, comme tout à l'heure, un satyre musicien, c'est le même peintre que les chèvres qui dansaient, sauf que cette fois, ce n'est pas des chèvres qui dansent, c'est des espèces de guerriers qui sont des satyres, comme vous le voyez, ils ont des queues de cheval, ils ont des casques, ils n'ont pas des lances, mais des bâtons qui ressemblent à des lances, et des boucliers qui ne sont pas le bouclier rond du citoyen athénien, mais des espèces de croissants de lune, qu'on appelle une pelletée, qui caractérise des guerriers marginaux. Et c'était à ça que Vidal-Naquet m'avait suggéré de m'intéresser. Donc là, vous avez une danse de satyre guerrier qui relève de ce qu'on appelle la pyrrhique, une danse inventée par Pyrrhos, etc., en l'honneur d'Achille. Donc là, on a une danse guerrière. Et là, on entre dans un autre volet du dossier, qui est que si vous êtes guerrier, vous êtes citoyen. Et que la guerre est la porte d'entrée pour une figure dans le monde de la cité. Quand, dans des situations de crise à Athènes, on demande aux esclaves de prendre les armes pour défendre la cité, en même temps, on les libère et on en fait des citoyens. L'esclave n'a aucune raison de se battre pour défendre la cité. Et là, on est aux limites de ça. Alors, des satyres guerriers, on les trouve là, et c'est une blague, hein, ils sont avec des boucliers qui ne sont pas ceux des guerriers, mais il y a un moment de guerre qui existe dans l'univers de Dionysos, c'est celui de la gigantomachie. Les géants, comme vous le savez, essayent de prendre la place des dieux olympiens, les dieux olympiens sont obligés de se défendre, et même ils doivent se défendre avec la participation d'Héraclès, et on a toute une iconographie de ça sur les temples, sur les vases. Et là-dedans, Dionysos a sa part. Et quand Dionysos s'en va en guerre, il est accompagné des satyres. Et on a donc des satyres guerriers, armés de boucliers satyresques. Et c'est par exemple ce que vous avez ici. Alors je simplifie, je vais vite, il y en a davantage dans le livre. Mais ici, je prends l'image d'un satyre qui est, comme vous le voyez, équipé d'un bouclier en forme de croissant,
dont les emblèmes sur le bouclier sont deux phallus énormes. Donc on a récupéré l'obscénité qu'on a déjà vue au début, avec une feuille d'arbre, et son arme est un thyrse, donc un bâton avec des feuilles de lierre. Ça, c'est un vase que je connaissais, que je n'ai pas mis dans le livre, parce qu'il y en avait d'autres qui occupaient la même fonction, mais dont je me suis aperçu récemment, une fois le livre fini, en voyant l'autre côté, mais le vase est à New York et je ne l'avais jamais vu avant. C'est pas que j'étais pas allé à New York, c'est qu'à New York, il était comme ça contre un mur, et qu'on vient de refaire le musée, et que maintenant on peut aller de l'autre côté, et que de l'autre côté, il y a ça. Et si j'avais vu ça avant, je l'aurais mis dans le livre. Pourquoi? Parce que, comme vous le voyez, le satyre d'un côté est vu de dos, et sur son bouclier, il y a un phallus. Et de l'autre côté, il est vu de face, et c'est son bouclier que vous voyez de l'intérieur. Le même bouclier ici, on voit son bras, donc le phallus, vous ne pouvez pas le voir, mais vous le voyez ici. Et en même temps, il tient une outre à vin. Ça, c'est un ascos, une espèce de peau de chèvre qui contient du vin. Et ce que font ces deux satyres, recto-verso, c'est qu'ils passent de la guerre au banquet, du vin à la guerre, et que de nouveau, ils mélangent les deux catégories. Alors, ici, c'est encore autre chose qui est en jeu. Sur l'image du haut, c'est les deux côtés d'un même vase. En haut, vous avez Dionysos, avec un canthare, du lierre, et un thyrse qui est en train de massacrer un géant qui est tombé à terre. De l'autre côté, vous avez un char de guerre qui vient aider Dionysos. Et ce char, il est à la fois conduit par un satyre sur le char, qui est un guerrier, avec toujours le même bouclier en forme de rognon, et une lance qui est munie de testicules et d'un gland, donc qui est un phallus, un énorme phallus. Donc c'est un homme phallique, et puis les chevaux sont des satyres en position de cheval. C'est-à-dire que ce que l'image actualise, c'est d'un côté la part animale de l'animal de trait, et de l'autre côté la part humaine du guerrier en compagnie des dieux. Et puis, dernière image, et j'en finis avec ça, quand Dionysos s'arme, les Ménades lui apportent son équipement, son épée, son bouclier, et vous le voyez ici, sur le bouclier, l'emblème, c'est un satyre. Donc image dans l'image qui rabat la partie comique de l'univers dionysiaque sur la partie sérieuse du dieu combattant. Alors, Cité des satyres, c'était le titre du livre, parce que Athènes est la cité des satyres, mais il arrive, en particulier par la guerre, mais on a vu à quel point les catégories sont brouillées, que certains satyres prennent l'apparence, soit au plus près de l'élégance d'un citoyen. Et c'est ce qu'on a par exemple ici. Vous avez une Ménade qui tient une couronne devant un personnage masculin, avec son chiton, son himation, donc son vêtement, il a une chemise, un manteau, il tient un thyrse, mais vous voyez clairement il est chauve, il a le nez écrasé et des oreilles d'âne, et sous l'apparence de l'élégance du citoyen, le satyre pointe. Comment interpréter ça? Il y a plusieurs options. La mienne est de dire que c'est encore une fois une plaisanterie, que c'est un jeu entre du plus brutal, du plus animal au plus élégant. Dans l'univers de Dionysos, à cette date-là, on est vers 450, tout est possible. Pourquoi je dis ça? Parce que sur cette image-ci, on a un peu la même chose. Vu de loin, vous avez un personnage qui est devant une statue d'Hermès, un Hermès pilier, et ce personnage, avec sa grande barbe et ses oreilles pointues, clairement, c'est un satyre. Il y a deux blagues qui ne sont peut-être pas évidentes pour vous, et donc je suis obligé de vous les développer. La première, peut-être elle se voit, c'est que d'habitude, celui qui montre son sexe, c'est le satyre, et pas le dieu. Et ici, c'est l'inverse. C'est Hermès qui a un immense phallus, et on ne voit plus celui du satyre. Et la confrontation, évidemment, joue sur cette possibilité. L'autre blague qui est moins évidente, c'est le chapeau du satyre. Ce type de chapeau n'est pas possible avec ce type de vêtements. C'est comme si j'étais avec un haut de forme en maillot de bain, voilà, quelque chose comme ça. Enfin, disons qu'il a un complet veston, il a son manteau, mais que le chapeau qu'il porte, c'est le chapeau d'un cavalier. Et que si je suis cavalier, je ne suis pas habillé comme ça. Donc ça ne colle pas. Donc il a fait l'effort pour, mais en même temps, il n'y arrive pas vraiment. Et je crois que c'est ça la clé d'interprétation. En tout cas, c'est celle-là à laquelle je me range. Mais il y en a une autre, et il faut être honnête, et je la mentionne dans le livre.
un de mes amis, Claude Bérard pour ne pas le nommer, à qui le livre est dédié entre autres, considère lui que c'est un initié de Dionysos. C'est-à-dire que ce que vous avez sous les yeux, c'est un homme initié au mystère de Dionysos, et ça existe, et qui, étant initié, devient satyre. Alors, j'ai juste beaucoup... Il n'y a aucun texte qui nous permet de dire ça. Même les images, je pense, ne disent pas cela. Et je suis assez raide dans ma détermination parce que je ne vois pas comment on pourrait souhaiter devenir satyre quand on a compris ce que j'ai essayé de vous montrer précédemment, à quel point ils sont obscènes, hors normes, délirants, asociaux. Et puis, toujours dans la cité, on a toute une série d'images qui fait des satyres, des artisans, des travailleurs, un peu comme des esclaves. Et ici, vous avez un satyre en train de sculpter une colonne avec un détail que je vous ai déjà fait repérer. Si vous regardez comment est son sexe, il est en coquille d'escargot, ligaturé, donc il est dans la discrétion du travailleur, voilà. Mais derrière lui, il y a une outre à vin. Donc de nouveau, on passe du travail à la boisson sans solution de continuité parce que l'univers des satyres, il est entièrement noyé dans le vin, pratiquement. Et puis, dernier chapitre, on aurait pu commencer comme ça, et j'ai un moment hésité, mais d'autres collègues ont fait ce travail-là, donc ce n'était pas la peine de le répéter. Au fond, les satyres, ils sont évidemment liés à Dionysos. Ils sont le cortège de Dionysos. Ce qui est remarquable, c'est que l'iconographie des satyres commence comme des satyres autonomes. Ils ne sont pas d'abord avec Dionysos. Il y a des satyres, et puis très vite, il y a une imagerie de l'iconographie de Dionysos entouré de satyres. Mais ce qui m'a intéressé en faisant ce travail, c'est que je me suis aperçu que, évidemment, les satyres étaient tout le temps liés à Dionysos, mais pas seulement. Et ils sont en particulier beaucoup liés à Hermès et à Héraclès. Et c'est un peu ça que j'essaye de montrer dans ce chapitre. D'abord, alors peut-être j'aurais pu commencer. Le petit dessin qui est là, c'est le relevé d'une des portes de la cité de Thasos. Thasos, c'est une île au nord de la mer Égée, où il y a une cité qui est encore une ville aujourd'hui, donc c'est un peu difficile de fouiller à Thasos parce qu'il y a des maisons et qu'on ne peut pas virer tout le monde, à la différence de ce qu'on a fait à Delphes, ça ne se fait plus. On a commencé à fouiller à Thasos à la guerre de 14, où quelques-uns de nos collègues archéologues sous les drapeaux en mission aux Dardanelles étaient là, et donc ils ont fouillé, ils ont trouvé les remparts, et on s'est aperçu assez vite que les remparts de Thasos, à chaque porte, il y a l'effigie d'un dieu. Ce qui est très rare dans les cités grecques, c'est quelque chose qu'on trouve plus en Orient. Et une des portes, donc il y a une porte de Zeus, il y a une porte d'Héraclès, il y a une porte de Dionysos, on ne les a pas toutes, mais on en a une petite qui est une porte du Silène. Et donc ce satyre, il a un statut quasi de dieu. Je ne crois pas qu'il y ait un culte des satyres, mais il a un statut important. Alors, le lien avec Hermès, on le voit dans plusieurs images, comme celle-ci par exemple, où Hermès vient confier l'enfant Dionysos, puisque vous vous rappelez, Dionysos, il a une naissance difficile, il est né de Zeus et de Sémélé. Sémélé est une princesse thébaine, mortelle, et dans le cas de Dionysos, l'enfant est caché. Il est d'abord porté par son père, mis au monde, caché de la vue des rats et confié aux satyres et aux Ménades, et c'est ce que vous avez ici. Et le passeur, c'est Hermès. Donc il y a un lien fort entre Hermès et Dionysos autour de cette histoire-là et pas seulement. Et dans beaucoup de cas, dans l'ensemble du corpus des images de l'enfance de Dionysos, majoritairement, Dionysos il est confié à des Ménades, pas à des satyres. Ici, vous avez un satyre à cheveux blancs, hein, on le voit mal, mais c'est un vase tout à fait remarquable du point de vue technique. C'est ni des figures rouges ni des figures noires, c'est du fond blanc, donc c'est presque de la peinture. C'est plus bichrome, il y a plusieurs couleurs. Il y a 4 ou 5 couleurs là, et le Silène qui est là a des cheveux blancs, donc c'est un vieillard respectable, il n'a rien d'obscène, rien d'agité, il est presque royal, et au fond, il pourrait être l'éducateur de cet enfant, à condition qu'il y ait des femmes aux environs qui s'en occupent soigneusement. Ça, c'est une des premières connexions, mais il y en a une autre qui est très intéressante. Ce que je vous montre là, c'est un vase qui est à Berlin, qui donne son nom au peintre dit de Berlin, puisque plein de peintres de vases n'ont pas vraiment d'identité à l'état civil, mais une identité graphique. Et ce que vous voyez là, c'est deux figures en superposition. Donc il y a deux têtes, hein, un barbu au premier plan, avec sa queue de cheval, et c'est un satyre. Et puis au second plan, la tête a un casque ailé, et c'est la figure d'Hermès.
Et si vous regardez les pieds, c'est pareil. Les pieds d'Hermès ont des ailes. Hermès, il a des ailes parce qu'il passe son temps à aller d'un monde à l'autre, des dieux aux hommes, des hommes au monde infernal. Il est le psychopompe, il est le passeur, le messager. Et il est aussi, mais c'est les textes tardifs qui le disent, lié à la généalogie des satyres. J'en ai pas dit un mot parce que les textes archaïques ne disent rien de la généalogie des satyres. Ce n'est pas intéressant. Alors que les centaures ont une généalogie que je vous ai rappelée, Ixion, etc. Les satyres, ils sont là, mais on ne nous dit pas vraiment d'où ils sortent. Et c'est Nonos, donc un texte très tardif, une épopée homérisante tardive, qui explique que les satyres sont descendants d'Hermès et des nymphes. Est-ce que là, ils sont en situation de père et fils? J'en suis même pas sûr. Donc Hermès s'appelle Hermès, le satyre s'appelle Oreimachos, celui qui se bat dans les montagnes, ça renvoie à l'espace sauvage des satyres. Et ce qui est intéressant, vous voyez, c'est qu'il y a une espèce de figure presque de dieu indien avec 4 bras, qui tient toute une série d'objets, un vase à boire, enfin une cruche, une lyre, un canthare, ici la lyre avec la main du satyre, ici la main qui tient le caducée et un canthare, une main qui tient un vase et une main qui tient le plectre. Ce que vous remarquez, c'est que c'est Hermès qui tient les vases à vin et que c'est le satyre qui tient la lyre, invention d'Hermès. Donc il y a une espèce de jeu entre vin, musique, entre la technologie de la boisson, la technologie du chant et de la poésie, qui passe d'Hermès au satyre. Et il y a une espèce de jeu comme ça d'osmose qui est tout à fait remarquable. Alors, avec le temps, dans ce corpus des satyres, et je vais terminer avec ça, une des divinités qui va entrer dans cette configuration, c'est Aphrodite. Ici, vous avez une figure féminine accroupie à sa toilette. C'est un vase très tardif, hein. À la fois la forme allongée, le style graphique indique qu'on est autour de 400, on est très tard dans le temps. Et ce qui m'intéresse ici, c'est que vous avez autour de la figure d'Aphrodite à sa toilette 2 personnages, d'un côté un satyre et de l'autre côté un jeune homme avec des ailes qui est Eros. Cette image d'Eros, elle a aussi une histoire, comme celle des satyres. Et c'est une histoire décalée. Les satyres, je vous l'ai dit, ils apparaissent autour de 600. Eros, en image, il apparaît autour de 500, pas avant. Donc c'est une invention tardive. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'Eros dans la mentalité et l'imaginaire grec, mais il n'a pas trouvé sa forme. Et la forme qu'il va trouver, c'est celle d'un jeune homme, d'un éphèbe, qui est l'objet désirable dans l'homosexualité grecque, avec des ailes. Eros n'est jamais ityphalique, il a un sexe très discret, il correspond au modèle de l'élégance et de la beauté masculine grecque. Il a des ailes parce qu'il est une émanation d'Aphrodite, et il représente, si vous voulez, la dimension du désir, de l'érotique, plus au niveau du sentiment et de l'émotion que de la dimension physique et corporelle, qui est, elle, portée par le satyre. La date où les deux, satyre et Eros, se retrouvent en image, c'est autour de 440. On commence à avoir des cortèges de Dionysos avec Eros aussi bien que les satyres. Et c'est aussi la date où les satyres ils commencent à cesser d'être obscènes. D'abord parce que la plaisanterie a duré 100 ans, ça commence à devenir lassant. Et puis aussi parce qu'on passe à autre chose, à une iconographie qui fait davantage de place à Aphrodite, qui construit une image du féminin un peu différente et qui fait apparaître, à côté du satyre obscène, violent, brutal, ridicule, grotesque, quelque chose comme une vision plus raffinée de la sexualité et du désir sur le mode d'Aphrodite et d'Eros. Et j'arrête le livre à peu près à cet endroit-là, qui est le moment où les cortèges hellénistiques et romains vont intégrer toute une autre série de figures, Pan, les centaures, les satyres, Eros, en même temps, une espèce d'arche de Noé, de tous les hybrides, autour pas seulement de Dionysos, mais aussi d'Aphrodite, et donc d'un cortège élargi. Et mon histoire des vases au banquet, elle s'arrête à ce moment-là, parce qu'on passe à autre chose. Et je m'arrête comme ça. Si vous n'êtes pas épuisé, moi je le suis. Merci.